3 jours. C'est le temps qu'il a fallu pour que le téléphone de Sarah cesse de vibrer après sa disparition de la vie de Michael. 3 jours d'appels sans réponse, de messages restés non lus, et la lente prise de conscience que la femme qui avait été son refuge émotionnel pendant 2 ans s'était simplement évaporée dans la nature. Aucun au revoir, aucune explication, pas une dernière dispute pour donner un sens à tout ça. Juste un silence là où régnait autrefois la certitude. Au 7e jour, Michael consultait ses réseaux sociaux de façon obsessionnelle. Au 14e jour, il passait devant son appartement en voiture. Au 30e jour, il restait éveillé, à 3 heures du matin, les yeux rivés sur son téléphone, se demandant s'il n'avait pas imaginé toute la relation. Parce que c'est ce qui arrive quand quelqu'un qui vous tenait pour acquis découvre soudain que vous avez disparu. Non seulement il vous perd, mais il perd aussi son rapport à la réalité. Voici la vérité inconfortable dont personne ne parle. La chose la plus dévastatrice que vous puissiez faire à quelqu'un qui vous traitait comme une option n'est ni de vous disputer, ni de lui lancer un ultimatum, ni de faire une scène. C'est de disparaître si complètement qu'il en vient à se demander s'il vous a seulement jamais connu. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur l'un des gestes psychologiquement les plus puissants que l'on puisse faire dans n'importe quelle dynamique relationnelle. Nous explorerons les 10 étapes que traverse quelqu'un à qui vous disparaissez, sans explication, sans drame, sans lui offrir la clôture qu'il désespère de trouver. Et au terme de ce voyage, vous comprendrez pourquoi, parfois, l'énoncé le plus profond que vous puissiez faire est un silence total. Au moment de votre disparition, la première chose qui les frappe, c'est ce que j'appelle l'onde de choc. Ce n'est pas la tristesse ou le désir, pas encore. C'est un choc pur et dur. Imaginez-vous à leur place. Vous avez été leur constante, leur plan B fiable, la personne qui répond toujours, qui est toujours présente, qui leur apporte exactement ce dont ils ont besoin quand ils en ont besoin. Votre disponibilité est devenue si prévisible qu'ils ont organisé toute leur routine émotionnelle autour de vous. Puis, soudainement, sans avertissement, vous n'êtes plus là. Pas de dernière dispute, pas de sortie spectaculaire, pas d'explication. Juste un silence là où il y avait connexion. C'est comme chercher l'interrupteur dans le noir et tomber sur un mur vide. Leur cerveau ne sait pas comment traiter ça, car un tel scénario n'existait pas dans leur manuel mental. Ce n'est pas seulement une blessure sentimentale dont il est question, c'est une destruction de l'ego. Pendant des mois, voire des années, ils ont opéré sous l'hypothèse qu'ils tenaient toutes les cartes, que vous seriez toujours là, quoi qu'ils fassent. Votre absence soudaine ne supprime pas seulement leur zone de confort, elle anéantit toute leur compréhension de la dynamique de pouvoir entre vous. Le choc est plus profond qu'ils ne le soupçonnent au début, car il les force à affronter une vérité qu'ils fuyaient, toutes ces fois où ils ont ignoré vos appels, balayé vos sentiments ou fait de vous une pensée secondaire, n'étaient pas des actions sans conséquences. Ils construisaient un château de cartes et votre disparition est la brise douce qui le fait tout écrouler. Ce qui rend cette étape si dévastatrice, c'est l'absence totale d'avertissement. Quand quelqu'un met fin à une relation par confrontation, au moins, il y a un récit à suivre. On peut reparler des disputes, attribuer des responsabilités, monter des défenses. Mais quand vous disparaissez simplement, il n'y a aucun script. Impossible de rationaliser, de minimiser, de se présenter en victime. À mesure que le choc initial s'estompe, un autre phénomène prend le relais. Un vide tenace qui semble teinter tout ce qu'ils font. C'est là que la psychologie devient vraiment intéressante, car ce qu'ils ressentent n'est pas seulement votre manque en tant que personne, mais le manque de la version d'eux-mêmes qui existait quand vous étiez là. Chaque relation crée une version unique de nous-mêmes. Les blagues que nous faisons, l'énergie que nous déployons, notre regard sur le monde, tout change légèrement selon la personne qui nous accompagne. Quand vous faisiez partie de leur vie, vous faisiez émerger certaines qualités en eux, créiez des ambiances, facilitiez des expériences qu'aucun autre ne peut reproduire.
Maintenant que vous êtes parti, ils ne font pas que subir votre absence. Ils subissent l'absence de la personne qu'ils étaient grâce à vous. C'est comme perdre un membre dont on ignorait l'utilité pour garder l'équilibre. Soudain, tout semble un peu bancal, un peu incomplet, un peu moins vibrant qu'avant. Ils tentent de combler ce vide à la manière dont la plupart le font. Distractions, nouvelles rencontres, activités inédites. Ils se jettent dans le travail, recommencent à fréquenter des sites de rencontres ou se montrent plus sociables que jamais. Mais voici ce qu'ils découvrent. Rien ne fonctionne vraiment. Parce que le trou que vous avez laissé n'a pas la forme de n'importe qui d'autre. Il a la forme de vous, et aucun substitut ne peut l'ajuster correctement. C'est alors que la stratégie du blocage devient d'une efficacité redoutable. En coupant complètement tout accès numérique à votre vie, vous ne faites pas que les empêcher de vous contacter, vous amplifiez le vide. Chaque fois qu'ils tendent instinctivement la main pour vérifier vos réseaux sociaux, pour taper votre nom dans une barre de recherche, ils ne trouvent que du néant. L'absence devient un rappel permanent et inévitable de leur perte. Le vide crée une boucle de rétroaction qui s'intensifie jour après jour. Plus ils tentent de l'ignorer, plus il devient omniprésent. Plus ils essaient de le combler par des remplaçants, plus il leur apparaît évident qu'aucun autre ne convient. Et plus ils prennent conscience de l'espace que vous occupiez réellement dans leur quotidien, plus l'ampleur de leur perte leur pèse. Pendant qu'ils luttent contre ce vide, leur cerveau fait ce qu'il est programmé pour faire face à l'incertitude. Il cherche à résoudre le mystère de votre disparition. L'être humain est un chercheur de schémas. Nous avons besoin d'explications, de clôtures, de comprendre le pourquoi derrière chaque événement marquant de notre vie. Votre silence crée un vide que leur esprit tente désespérément de combler. C'est le début du travail de détective. Ils scrutent votre historique sur les réseaux sociaux à la recherche d'indices manqués. Ils analysent votre dernière conversation à la loupe. Ils contactent des amis communs, posant des questions apparemment innocentes sur vos projets ou votre état d'esprit. Ils se muent en enquêteurs de votre départ. Mais voici l'ironie cruelle. Plus ils cherchent des réponses, plus ils amassent de questions. Chaque vieille photo soulève de nouvelles inquiétudes quant à votre bonheur actuel. Chaque ami commun qui n'a pas eu de vos nouvelles ajoute une couche d'incertitude. L'absence d'information n'apporte pas de clarté. Elle nourrit leur imagination d'hypothèses, souvent pires que la réalité. Dans le vide, l'esprit imagine le pire. Il vous imagine épanoui sans eux, riant avec quelqu'un de nouveau, vivant des moments sans la moindre trace d'eux. Il vous visualise non seulement en train d'aller de l'avant, mais de prospérer d'une façon qui rend leur traitement passé encore plus ridicule. Cette phase de curiosité est particulièrement torturante parce qu'elle s'auto-entretient. Plus ils veulent savoir, plus le manque de réponse les frustre. Plus ils sont frustrés, plus leur esprit remplit les blancs de scénarios presque toujours pires que la réalité. Votre silence stratégique pendant cette période accomplit quelque chose de puissant. Il les force à affronter leur propre insécurité sans le confort d'une validation ou d'une explication extérieure. Ils ne peuvent plus balayer vos sentiments, ni contester votre raisonnement, puisqu'ils ne savent ni l'un ni l'autre. Ils restent seuls avec leurs suppositions, et ces suppositions deviennent leur réalité. Privés de toute enquête extérieure, leur attention se tourne inévitablement vers l'intérieur. C'est sans doute l'étape la plus cruciale, car c'est là que peut germer la vraie croissance ou le vrai regret. Incapables de vous joindre, distraits de la quête des indices, ils sont contraints de s'asseoir avec eux-mêmes et d'examiner ce qui s'est passé. Leur embobinage mental commence doucement. Ils se remémorent la dernière fois que vous avez tendu la main et comment ils ont répondu. Ils pensent aux projets que vous aviez et qu'ils ont annulés, aux conversations qu'ils ont écartées, aux fois où ils étaient trop occupés pour vous soutenir. Ce qui débute comme une réflexion anodine se mue rapidement en inventaire désagréable de leur propre comportement. C'est là que la culpabilité s'installe vraiment. Pas la culpabilité superficielle de quelqu'un qui a commis une erreur,
mais la culpabilité profonde et persistante de prendre conscience d'un schéma de comportement qui dépasse largement votre seule relation. Ils voient comment ils ont systématiquement privilégié leur confort au détriment des sentiments des autres, comment ils ont traité la connexion authentique comme un service à la demande, plutôt que comme une relation à entretenir. Le silence devient un miroir, reflétant chaque texto méprisant, chaque plan annulé, chaque fois où ils vous ont fait sentir indigne d'attention. Et, puisqu'il n'y a plus personne pour atténuer leur culpabilité, pour la minimiser ou pour se livrer à la danse confortable du conflit et de la réconciliation, ils demeurent seuls, accablés par le poids de leurs actes. Cette prise de conscience intime est renforcée par l'impossibilité de rejeter la faute sur qui que ce soit d'autre. Dans la plupart des conflits relationnels, il est possible de se renvoyer la balle. Chacun pointe du doigt l'autre, créant une histoire où tous deux partagent un certain tort. Votre disparition écarte cette option. Vous n'avez rien dit de blessant. Vous n'avez pas provoqué de drame. Vous n'avez laissé aucun prétexte. Vous êtes juste parti, laissant l'autre endosser seul la responsabilité. Plus le silence perdure, plus ce fardeau devient lourd. Ils finissent par réaliser que ce n'est pas seulement vous qu'ils ont perdu, c'est le reflet de la personne qu'ils sont devenus dans leur relation. Et, pour beaucoup, c'est une confrontation qu'ils repoussent depuis très longtemps. Lorsque le poids de cet auto-examen devient insoutenable, ils passent à l'action. C'est le début de la phase de poursuite, marquée par des tentatives de plus en plus désespérées pour reprendre le contrôle de la situation. Leur sentiment d'impuissance a besoin d'un exutoire. Et l'exutoire, c'est essayer de provoquer une réponse de votre part. Ça commence en douceur. Un like sur une vieille photo, l'espoir que vous remarquiez et répondiez. Un post pensé pour attirer votre attention. Un texto anodin, mais chargé d'intention, pour tester si vous allez réagir. Ce ne sont pas de vraies tentatives de réconciliation, ce sont des lignes de pêche pour voir s'il reste un appât au bout du fil. Quand ces approches subtiles échouent, les tactiques deviennent plus directes. Des messages tard dans la nuit. « Tu m'as manqué. J'espère que tu vas bien. » Ils partagent un souvenir, évoquent une blague intime ou posent une question sur quelque chose dont ils savent que vous tenez. L'important n'est pas le contenu, mais l'intention. Ils veulent rompre le mur de silence que vous avez érigé. Ils ne réalisent pas que chaque message ignoré renforce leur défaite. Chaque texto sans réponse prouve que la dynamique de pouvoir a basculé. C'est eux qui tendent la main, eux qui cherchent de l'attention, eux qui ont besoin de quelque chose de l'autre. L'ironie leur échappe, pris dans leur obsession de décrocher une réaction. La phase de poursuite révèle une vérité cruciale sur la nature humaine. Ce que l'on ne peut pas avoir devient automatiquement plus désirable. Votre disponibilité, jadis banale parce que constante, devient l'objet le plus précieux qu'ils puissent imaginer. Ils idéalisent votre relation, ne retenant que les bons moments et oubliant commodément les raisons pour lesquelles ils vous ont maltraité. 7. Mémoire sélective est un mécanisme de défense, mais aussi un piège. Plus ils idéalisent ce qu'ils ont perdu, plus leur désir de le récupérer grandit. Et plus leur désir grandit, plus ils révèlent le véritable pouvoir que vous aviez dans la relation. Lorsque la phase de poursuite atteint son paroxysme, quelque chose d'intéressant se produit. Ils font soudainement marche arrière, s'efforçant de se convaincre qu'ils sont mieux sans vous. C'est la phase de soulagement, marquée par une explosion soudaine d'activité pour prouver à eux-mêmes et aux autres qu'ils s'en sortent très bien sans vous. Ils peuvent se lancer à corps perdu dans les applications de rencontres, sortir tous les soirs ou devenir hyperactifs sur les réseaux sociaux. Le message qu'ils veulent envoyer à eux-mêmes et à qui pourrait vous en parler est clair. Ils vont bien, ils s'amusent et ils n'ont définitivement pas besoin de vous. Cette phase procure un réel effet d'euphorie au début. Il est libérateur, ce sentiment d'être délivré de la culpabilité et de l'introspection qu'ils subissaient. Sans vous,
Plus de confrontation avec leur schéma de comportement, juste la liberté de profiter de la nouveauté. Mais voilà le problème des hauts artificiels. Ils sont éphémères. L'excitation des nouvelles expériences, des nouvelles personnes, limite sa durée de vie. Quand elle retombe, il se retrouve face au même vide qu'il tentait de fuir, mais amplifié par la preuve qu'aucune distraction extérieure ne peut combler véritablement ce manque. La phase de soulagement est souvent plus brève qu'il ne l'imaginait, car elle repose sur l'évitement plutôt que sur la guérison. Ils ne traitent de pas vraiment leurs émotions, ils leur tournent le dos. Or, on ne peut fuir indéfiniment. Tôt ou tard, il faut s'arrêter et respirer. Quand l'euphorie retombe, le regret frappe plus fort que jamais. Ils ne subissent plus seulement votre absence. Ils réalisent qu'ils ont gaspillé encore plus de temps et d'énergie à éviter leurs sentiments plutôt qu'à les affronter. La phase de soulagement devient un rappel cruel de tout ce qu'ils ont perdu et de la façon dont ils ont géré cette perte. Au fur et à mesure que le soulagement s'efface et que le regret s'amplifie, ils passent souvent à la manipulation. C'est là que les jeux commencent, souvent plus transparents qu'ils ne le croient. Ayant échoué à attirer votre attention directement, ils cherchent désormais à la déclencher indirectement, en jouant sur la jalousie, la curiosité ou l'inquiétude. La mise en scène sur les réseaux sociaux reprend de plus belle. Photos soigneusement sélectionnées pour montrer qu'ils vivent leur meilleure vie, rires, sorties entre amis, légendes cryptiques sur de nouveaux chapitres et nouveaux départs, check-in dans les lieux que vous fréquentiez ensemble. Chaque publication est pensée pour vous, même si vous n'en faites plus partie. Ils flirtent peut-être plus ouvertement avec des amis communs, espérant que la rumeur vous parvienne. Ils parlent de nouvelles rencontres dans des contextes où ils savent que vous entendrez parler d'eux. L'objectif n'est pas vraiment de passer à autre chose, mais de vous faire réagir. Ces tactiques en disent long sur leur état émotionnel. Ils croient encore pouvoir contrôler votre réaction. Semaines ou mois de silence après, ils n'admettent toujours pas que vous ayez vraiment tourné la page. Ils fonctionnent toujours sur l'idée que vous suivez leur vie, que vous vous souciez de ce qu'ils font, et que le bon stratagème pourrait enfin fissurer votre détermination. Mais ce qui rend cette phase particulièrement inefficace, c'est que vous ne jouez plus. La jalousie qu'ils cherchent à susciter exige votre investissement émotionnel. La curiosité qu'ils veulent éveiller exige que vous observiez encore leur vie. L'inquiétude qu'ils tentent de créer exige que vous vous préoccupiez encore de leur bien-être. Lorsque ces manœuvres ne produisent aucune réponse, ils se retrouvent avec la désagréable certitude que leur tour ne fonctionne que sur ceux qui y participent. Votre refus de jouer leur ôte tout pouvoir et les laisse plus ridicules que jamais. À mesure que toutes leurs tentatives de reconquête échouent, le silence devient la force dominante de leur quotidien. L'absence de votre voix se transforme en une présence à part entière, un rappel constant et oppressant de ce qu'ils ont perdu et de leur incapacité à réparer les choses. C'est là que la pression psychologique s'enclave vraiment. Dans un monde hyper connecté, la plupart d'entre nous sommes habitués à la stimulation constante, au feedback permanent, aux interactions ininterrompues. Le fait de ne recevoir aucune réponse de quelqu'un qui faisait autrefois partie de votre vie crée un vide de plus en plus difficile à ignorer. Ils finissent par interpréter votre silence comme une forme de communication en soi. Et puisque le silence peut signifier tout et son contraire, leur anxiété remplit les blancs de leurs pires cauchemars. Peut-être que vous les détestez, les avez oubliés, racontez des horreurs à leur sujet, ou avez trouvé quelqu'un de meilleur en vous moquant de leurs pathétiques conditions. Le silence devient une toile vierge sur laquelle leurs insécurités peignent, et ces peintures sont rarement flatteuses. Chaque jour sans contact est un jour de plus pour leur imagination, pour leur culpabilité, pour la prise de conscience de la valeur qu'ils donnaient trop peu à votre présence. Ce qui rend cette phase particulièrement cruelle, c'est que le silence s'auto-renforce. Si vous aviez répondu après 1 ou 2 jours, ils auraient pu penser que vous étiez occupé. Si vous aviez repris contact après 1 semaine, ils auraient cru à une pause passagère.
Mais lorsque le silence s'étire sur des semaines, puis des mois, il devient impossible à rationaliser. Ils finissent par comprendre que vous ne jouez pas au petit jeu de la mesquinerie ou du jeu de l'aborder. Vous faites un statement sur votre valeur et sur leur comportement. Et ce statement est livré de manière plus puissante que n'importe quel discours, par l'absence totale de tout discours. Le silence devient un miroir qui reflète leur propre comportement. Toutes ces fois où ils ont ignoré vos appels, balayé vos messages ou agi comme si vous n'étiez pas assez important. Maintenant, ils en font l'expérience inverse. C'est une leçon douloureuse sur l'impact de leurs actes. À mesure que le poids du silence devient intolérable, la peur s'insinue. Plus la peur immédiate de la perte, caractéristique des premières étapes. C'est la peur existentielle que ce silence soit définitif, que vous en ayez vraiment fini avec eux, que vous ayez construit une vie sans eux, que vous ayez trouvé la paix dans leur absence. C'est là que la panique s'installe vraiment. Toutes leurs tentatives de reconquête, poursuite, manipulation, jeu reposaient encore sur l'hypothèse que la réconciliation était possible. Mais à mesure que le silence se prolonge, cette hypothèse s'effrite. Ils commencent à envisager la possibilité concrète que vous soyez passé à autre chose, que vous ayez trouvé un chemin sans eux. La peur de la perte permanente déclenche une réponse différente. Alors que leurs efforts précédents étaient calculés pour obtenir des réactions précises, leurs gestes deviennent désespérés. Ils peuvent surgir dans les lieux que vous fréquentez, espérant une rencontre fortuite. Ils contactent vos amis ou votre famille, prétextant l'inquiétude pour mieux glaner des informations. C'est souvent à ce moment que commencent les grands gestes. Excuses élaborées, transmises par des amis communs, cadeaux envoyés à votre lieu de travail, longues lettres ou emails, exposant tout ce qu'ils ont compris de leur comportement et promettant de changer. Le désespoir transpire de chacune de ces démarches, car ils renoncent enfin à leur fierté pour un mince espoir de réconciliation. Mais ils ignorent que vous êtes déjà passé par votre propre processus de guérison et de croissance. Tandis qu'ils tournaient en rond entre choc, déni, poursuite et manipulation, vous découvriez quelque chose de beaucoup plus précieux, votre force intérieure. Vous appreniez à combler l'espace qu'ils occupaient par le respect de vous-même, le développement personnel et la paix authentique. La peur de vous perdre à jamais est en réalité la peur de faire face aux conséquences de leurs actes. C'est la reconnaissance que maltraiter quelqu'un n'est pas sans coût. Cela peut entraîner la rupture définitive du lien. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils expérimentent une corrélation aussi directe entre leurs actes et leurs pertes. Tandis qu'ils sombrent dans un désespoir croissant, vous vivez quelque chose de beau. Vous découvrez l'indépendance émotionnelle. Pas celle qui consiste à fuir toute relation, mais celle qui naît de la conscience profonde de votre propre valeur, à tel point que vous n'acceptez rien de moins que le respect sincère et l'attention vraie. Cette transformation ne se fait pas en un jour. Au début, maintenir votre silence demandait discipline et effort conscient. Vous deviez résister à l'envie de répondre à leurs messages, de vérifier leur profil, de céder à leurs tentatives de manipulation. Vous deviez endurer l'inconfort, de l'incertitude. Mais peu à peu, tout a changé. La discipline pour maintenir vos limites est devenue naturelle. La curiosité de savoir ce qu'ils faisaient s'est muée en indifférence. L'espace qu'ils occupaient dans vos pensées s'est rempli d'autres choses. Vos objectifs, vos passions, vos relations avec ceux qui vous chérissent réellement. Vous avez compris que votre bonheur ne dépend pas de leur approbation, de leur attention ou de leurs regrets. Vous avez réalisé que les dynamiques que vous acceptiez naguère étaient en réalité bien en deçà du respect que vous méritez. Le silence, qui avait commencé comme un message pour eux, est devenu un cadeau que vous vous offriez. Un espace pour redécouvrir qui vous êtes, sans devoir sans cesse composer avec l'indifférence de quelqu'un d'autre. Cette indépendance émotionnelle les terrifie, car ils l'aperçoivent.
Si par hasard ils vous croisent à ce stade, ils remarquent que vous n'êtes ni en colère, ni blessé, ni suppliant. Vous êtes simplement libre. Et cette liberté est plus menaçante pour leur ego qu'aucune confrontation. Ils comprennent alors que leur fenêtre de reconquête se referme, non pas parce que vous courez vers quelqu'un d'autre, mais parce que vous courez vers vous-même. Vous apprenez à générer votre propre validation, à forger votre propre joie, à maintenir votre propre paix. Et lorsqu'on découvre cette autonomie, il devient très difficile de se contenter de moins. La réalisation la plus dévastatrice pour eux est que, pendant qu'ils se débattaient dans ces 10 étapes, du choc à la peur en passant par le regret, vous n'avez pas seulement survécu, vous avez prospéré. Cette croissance représente l'ultime étape de votre transformation, passant de quelqu'un qui acceptait d'être traité comme une option à quelqu'un qui sait qu'il mérite d'être une priorité. L'ironie magnifique de toute cette histoire, c'est qu'en disparaissant, vous êtes devenu plus visible que jamais, non pas à leurs yeux, mais aux vôtres. Vous avez découvert une force enfouie sous le poids des efforts pour maintenir une relation qui ne vous rendait pas justice. Vous avez appris que, parfois, le geste le plus aimant envers vous-même est de vous éloigner de ceux qui ne voient pas la valeur que vous apportez. Leur parcours, de l'onde de choc à la terreur face à votre indépendance, est finalement un chemin vers la prise de conscience de la valeur de ce qu'ils ont perdu. Mais votre voyage est un chemin vers la découverte de la valeur de ce que vous avez gagné, vous-même. Dans un monde qui nous enseigne sans cesse à nous battre pour ceux qui ne se battent pas pour nous, à poursuivre ceux qui s'éloignent, à prouver notre valeur à ceux qui la remettent en question, choisir de disparaître est un acte radical d'amour-propre. C'est une déclaration. Votre paix vaut plus que leur reconnaissance. Votre croissance vaut plus que leur confort. Votre avenir vaut plus que leurs regrets. Le tour de magie est complet. Vous avez disparu de leur vie. Et dans cette disparition, vous avez découvert ce qu'ils n'avaient jamais vu, votre valeur irremplaçable. Et, loin de leur tentative désespérée de combler le vide, vous avez appris à combler votre propre espace avec l'amour et le respect que vous avez toujours mérité. Le public, à savoir la personne qui vous tenait pour acquis, reste là, stupéfait devant l'espace vide où vous étiez. Mais vous ne jouez plus pour leur admiration. Vous êtes à la fois la magicienne et le tour, celle qui contrôle le spectacle. Et la plus grande illusion de toutes, c'est d'avoir fait disparaître leur opinion de votre vie en même temps que vous-même. C'est ça, le véritable pouvoir de la disparition. Il ne s'agit pas de leur faire du mal ou de les pousser au regret, même s'ils y céderont inévitablement. Il s'agit de vous affranchir de l'épuisant travail consistant à essayer d'exister aux yeux de ceux qui ne vous voyaient pas. Il s'agit de descendre de la scène de leur vie pour monter sur la scène de la vôtre. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous disparaissez vraiment de la vie de quelqu'un qui vous traitait comme une option, vous ne changez pas seulement leur monde, vous révolutionnez le vôtre.